Dernièrement, on avait vu ce qui se passait lorsqu'on transmettait un signal aléatoire à travers un filtre linéaire et invariant dans le temps. On avait donc démontré ces deux formules et on avait dit que ces deux formules avaient des applications pratiques, donc notamment le filtrage optimal et un cas particulier qui est le filtrage adapté. On verra à l'occasion aussi ce qu'est la modélisation AR et ce qu'est le filtrage de VNR. On va commencer par le filtrage adapté. Je rappelle ici juste la notion donc, de filtre formeur. Donc, si vous donnez à l'entrée d'un filtre un bruit blanc, vous récupérez un signal dans la DSP suit celle de votre filtre. Alors maintenant, supposons que vous ayez transmis un signal et qu'à un moment donné, pour cette transmission, il y a eu des distorsions qui sont donc dues entre autres au bruit, donc qui s'est rajouté et qui dure donc au milieu de transmission qui a été traversé. Et puis, avant ce signal-là qui a été distordu, donc auquel s'est rajouté un bruit, vous voulez, avant de pouvoir l'exploiter, lui appliquer un traitement de telle sorte à ce que vous puissiez diminuer le bruit. Alors maintenant, ce signal-là, si c'est un signal qui est déterministe, c'est-à-dire dont vous connaissez, déterminé aléatoire, donc dont je connais la forme, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de détection. Si on parle d'un signal qui est aléatoire, on va parler d'estimation parce que comme ce n'est pas déterministe, donc vous, tout ce que vous pourrez faire, c'est essayer de vous approcher le plus de la vraie valeur. D'accord? Quand c'est aléatoire, on parle d'estimation. On aura l'occasion d'aborder ces notions d'estimation quand on parlera du filtrage de VNR. Donc ici, donc qu'est-ce que je cherche à faire? Je voudrais pouvoir rehausser le signal par rapport au bruit. Si je rehausse le signal par rapport au bruit, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'augmenter le rapport signal sur bruit. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je vais le mettre ici. Alors, en fait, donc moi, je cherche un filtre. Donc, j'ai un signal, donc je suppose qu'il a été noyé dans le bruit. Ce signal-là, il va être donc filtré. Et qu'est-ce que je veux? Je voudrais qu'à la sortie de ce filtre, donc forcément, j'applique le produit de convolution, c'est un bruit. Donc, je suppose, je vais utiliser certaines hypothèses sur le bruit. Donc, je vais supposer qu'il est stationnaire au sens large, qu'il est additif, pas multiplicatif, et que mon signal ici est déterministe. Pas aléatoire, non seulement déterministe, mais en plus connu. C'est-à-dire, je connais la forme de ce signal. Ce qui pourrait être déterministe, mais je ne sais pas ce que c'est. Ce que c'est une porte, un sinus, une autre forme, une forme polynomiale. Là, il est déterministe et connu. D'accord? Je connais x de t. Alors, à ce moment-là, ben, il y a un filtre bien spécifique, on va le démontrer, et on parle d'un filtre optimal. Quand on dit optimal, ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir mieux. Voilà ce que ça signifie le mot optimal. Donc, ici, je cherche un filtre qui, à la sortie, donc je vais avoir le produit de convolution qui correspond à x de t. X de t sera conduit avec h de t. N'oubliez pas que le produit de convolution est distributif par rapport à l'addition. Puis, je vais avoir b de t qui correspond au produit de convolution de h de t avec b de t. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Je voudrais que la puissance de ce signal soit beaucoup plus grande que la puissance de ce signal. C'est-à-dire, si mon filtre fait bien son boulot, alors je vais obtenir un signal de telle sorte que la puissance du signal de sortie est plus grande que celle du bruit. Mais c'est ce que je veux. Je veux pouvoir rehausser. Quand on dit rehausser, donc je veux pouvoir améliorer la puissance de mon signal par rapport au bruit. Comment je vais le faire? En trouvant un filtre. C'est un filtre donc linéaire et invariant dans le temps. Alors, comment qu'on va faire? Donc, quand je développe mes formules, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc le produit de convolution, on me dit qu'il est distributif par rapport à l'addition, ça me donne x de t et b de t. Il faudrait que je puisse donc pouvoir écrire. Bon, alors, le SNR, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un instant t0, pas à n'importe quel moment, vous allez voir que le t0 ne va pas tellement intervenir, qu'à un instant donné, je veux que la puissance de mon signal soit plus grande que celle du bruit. Rappelez-vous que votre signal est déterministe. Donc ici, quand vous allez calculer la puissance, c'est x2 de t au carré. Ici, c'est aléatoire. Quand vous allez calculer la puissance, vous allez écrire E de B2 de t au carré. Quand c'est aléatoire, la puissance, c'est B2, c'est B de t au carré. La puissance, c'est la moyenne au carré plus la variance. Ici, c'est un signal. Je cherche une puissance instantanée à t0, donc ce sera la puissance, ici, x2 de t0 au carré. Rappelez-vous la puissance, ça vient du fait qu'on écrit RI au carré et on la généralise pas juste pour un courant qui traverse une résistance. C'est comme si vous aviez pris donc R qui vaut 1, puis votre signal, ça devient votre X au carré. Donc,
Ici, qu'est-ce que je veux? Je vais pouvoir écrire cette puissance sur celle-ci, je veux la plus grande possible. Si j'arrive à démontrer que ça a une valeur limite, c'est inférieur ou égal à quelque chose, eh bien c'est bon. Il suffira que je prenne la valeur égale. Si je prends la valeur égale, ça veut dire que je ne peux pas faire mieux que ça. Si j'arrive à écrire ça et à dire que c'est inférieur ou égal à une quantité, et si je prends le cas où c'est égal, ça veut dire que j'aurai maximisé le rapport signal sur bruit. Et pour le faire, donc si j'écris égal, donc j'aurai une équation. J'ai une inconnue. C'est quoi mon inconnue? C'est h de t. Maintenant que j'écrive h de t ou h de f, c'est pareil. Si je trouve h de f, je fais la tf moins 1. Donc, si j'arrive à écrire toute cette expression en fonction de h de f et à dire que c'est égal à quelque chose, une équation, une inconnue, je peux trouver h de f. Ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, la démonstration est un peu longue. Toujours la prendre comme un exercice ou juste d'entraînement pour calculer encore une fois, manipuler les espérances comme on avait fait dans le cours précédent. Donc, ici, on va faire tout ça. En fait, c'est pas une démonstration à proprement parler, c'est en même temps une démonstration et une vérification. Donc là, je garde ce que j'avais avant, je vais développer et chaque expression et puis on va les rassembler et puis voir si c'est la même chose. Bien. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de chercher un filtre. Ce filtre-là doit faire en sorte que ça doit être beaucoup plus grand que ça. Maintenant, la puissance de x2 de t, je viens de l'écrire. J'ai dit que c'était x2 à un instant t0, voilà ma puissance. Dans cette puissance, il faut que je sorte x de f. Je dois pouvoir l'écrire en fonction du filtre. Donc, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que x2 de t, qu'est-ce que c'est? x2 de t, je vais le réécrire ici, pour qu'on puisse le voir. X de t plus b de t, que je convolue avec h de t, me donne x2 de t plus b2 de t. Donc, en fait, x2 de t, c'est rien d'autre que le produit de convolution. Donc, si je l'écris comme ça me fait x de t que je convolue avec h de t. Si je passe à la tf, ça me fait x2 de f. C'est x de f fois h de f. Donc, x2 de t, qu'est-ce que je peux dire? x2 de t, c'est rien d'autre que la tf moins 1 de x2 de f. Or, moi, j'ai x2 de t z au carré. Donc, x2 de t, c'est ATF moins 1 de ça. Donc, si je mets maintenant ça au carré, donc ça fera ça au carré. Or, x2 de f, c'est ça. Donc, ça fera la tf moins 1 de ça, le tout au carré. Donc, la tf moins 1 de x de f, donc je peux écrire directement. Pourquoi l'écrire? La tf moins 1, la tf moins 1 de x de f. J'écris l'expression de la tf. Donc, je laisse ça au carré. L'expression de la tf, donc ça me fait l'intégrale de x de f, h de f, exponentielle de pi jf t0 df. Je suis en train de chercher la tf moins 1 de x de f que j'ai appelé donc x2 de t0. Si c'était x2 de t, j'écrirais l'intégrale de x de f, h de f, exponentielle de pi jf t dt. Mais comme je cherche pour t0, j'ai remplacé par t0. Donc ça me fait l'intégrale de tout ça et c'est au carré. Donc voilà pour la première partie, on va développer ça de la même façon, mais n'oubliez pas que ça c'est aléatoire et la puissance d'un signe aléatoire c'est l'espérance du module au carré. Donc ici, on va faire la même chose pour la deuxième partie. Donc de la même façon, ici je vais calculer donc l'espérance de ça. Donc ça c'est l'espérance de B2 de T0 au carré parce que c'est un signal aléatoire. Et rappelez-vous, la puissance, c'est aussi donc la puissance c'est écrit comme étant RB2 pour taux égal à 0. On a démarré donc des bruits qui est stationnaire au sens large. C'est-à-dire que la puissance est une constante. RB2 pour taux égal à 0. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais utiliser la formule. Nous, on sait que SB2 de F, c'est la TF de RB2 de taux. Et c'est aussi
SB de F fois H de F au carré, chose qu'on avait démontré la dernière fois. Donc ici, si ça, c'est la TF de ça veut dire que RB2 de taux, c'est la TF moins 1 de SB2 de F, donc ce sera l'intégrale de SB2 de F exponentielle de pi JF taux des taux, sauf que moi je calcule RB2 de 0, donc ce qui implique que RB2 de 0, ce sera l'intégrale de SB2 de F exponentielle J0, ça va me donner donc 1. Alors, j'ai pas des, qu'on fait la TF moins 1, c'est écrivez DF, donc DF, sachant que ça, c'est SBF fois H de F au carré. Donc, je peux écrire comme étant l'intégrale de SBF fois H de F au carré. Si vous avez remarqué, dans l'expression tout à l'heure, on avait sorti l'intégrale de H de F, le tout au carré, et ici, j'ai H de F. Donc, pour résumer, je me retrouve avec donc les deux expressions. Je vais les mettre ici, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Juste, j'enlève. Alors, je reprends ici. Donc, on a laissé. Donc, voilà ce qu'on avait trouvé. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vérifier quelque chose. Là, on a juste donc repris les deux expressions. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. L'intégrale de h de f, x de f, h de f exponentielle de pi ft 0 df sur ce qu'on vient de trouver maintenant. J'ai remis les deux développements. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste poser que A de f, c'est ça, B de f, c'est ceci, et on va remarquer que si je pose ça, toute cette expression devient ça. Donc, en fait, je vais juste le vérifier. Enfin, une démonstration, c'est une vérification. Donc, si je pose A de f égale ça, B de f égale ça, je vais calculer cette expression et voir si c'est vraiment la même. Donc, je calcule cette expression. Donc, SNR en T0. Donc, l'intégrale de A de f, BF conjugué. Donc, je vais laisser ça. A de f, donc c'est racine. Alors, SBF, je vais mettre racine fois H de f fois B conjugué de f. Donc, le conjugué de ça, ça va me donner X de f. Conjugué de moins, ça fera plus. Moins J de pi JFT0 sur la racine de SBF. Et qu'est-ce que je dois faire? Toute cette expression au carré. Je vérifie maintenant que ça, c'est bien ce que j'ai ici. Ça se simplifie, je vérifie. J'ai bien le h de f, le x de f, exponentielle de pi JFT0. J'ai oublié ici donc d'écrire le df. Voilà. J'avais un df ici. Je vérifie bien que cette expression, c'est celle-là. Je vais faire la même chose pour le dénominateur. Donc, on va calculer l'intégrale de AF. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est racine de SBF fois H de F fois A conjugué de F. Donc, ça fait racine de SBF. C'est déjà réel, donc il n'y a pas de conjugué. H conjugué de F. Il y a écrit DF. Et j'écris mon DF. Si je prends toute cette expression, ça me fait quoi? Racine fois racine, ça fait SBF. H de F fois H de F conjugué, c'est H de F au carré. Donc, je vérifie bien. Composant A de F, c'est cette quantité, B de F, celle-ci. Je peux décrire toute cette expression comme étant ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais justement, tout ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et qu'est-ce que ça dit? En fait, ça dit que l'intégrale de A de F, je vais rappeler ici l'inégalité de Cauchy-Schwarz, B de F df, ça au carré, c'est forcément, l'intégrale de ça au carré, c'est forcément plus petit que ça fois ça. Je vais expliquer, mais intuitivement, à travers un petit exemple. En fait, si vous prenez donc deux signaux et que vous calculez, vous les multipliez, vous calculez leur intégrale, vous mettez au carré, c'est forcément plus petit que le premier au carré fois le deuxième au carré. Tout simplement pour la raison suivante. Si vous prenez donc ce signal, vous calculez donc, conjugué, on va se restreindre au carré. Donc ce signal au carré, plus un deuxième signal au carré. Donc ça au carré, ça au carré. C'est forcément plus grand que si vous avez pris le premier et vous multipliez par le deuxième. Parce que quand vous allez multiplier, il va vous rester que la surface commune. Et cette surface commune, quand vous allez l'élever au carré, c'est forcément plus petit que ça au carré fois ça au carré. C'est juste une petite explication intuitive. Donc ça veut dire que toute cette quantité, c'est inférieur ou égal
à l'intégrale de B de F, B conjugué de F, df. Or, qu'est-ce que je cherchais? Je voulais maximiser ce bruit. Maximiser ce bruit. Donc, je voulais prendre la valeur max. La valeur, puisqu'il est inférieur ou égal à sa valeur max, ce sera le cas où il est égal. Donc, si je prends cette quantité égale à celle-là, c'est bon. J'aurais maximisé le rapport signé sur B. Et comme il est écrit, regardez, on a dit que x de f est connu. Vous connaissez x de t, donc vous connaissez x de f. Donc, qu'est-ce qu'il va vous rester? Il va vous rester h de f et sb de f. Et vous allez voir qu'on va rajouter certaines petites hypothèses et on va pouvoir donc déterminer ce que je cherche dès le début, soit h de f. Donc, ici, dans la prochaine diapositive, on résume tout ce qu'on était en train de dire ici. Donc, ici, non, je n'ai pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette inégalité, donc que l'intégrale de la surface commune au carré, c'est plus petit que l'intégrale de chacune du produit élevé au carré. Donc, maintenant, il suffit que je prenne ça égal à ça. Là aussi, on va faire une vérification. On va vérifier que cette expression est égale à celle-là, un tant soit peu qu'on prenne AF égale KBF. On va le vérifier ici. Donc, je vais juste remplacer AF par KBF et vérifier s'il y a égalité. Donc, si je remplace AF par KBF, ça me donne quoi? Encore une fois, ici, c'est des vérifications, ce n'est pas une démonstration. Donc, ici, AF, ça me fait donc tout ça au carré, l'intégrale de AF. Que vaut AF? Alors, AF, c'est donc, alors j'ai pris AF, c'est KBF, je ne remplace pas encore. Donc, je prends AF qui vaut KBF. Donc, ça me fait l'intégrale de KBF fois B conjugué de F. Donc, je laisse B conjugué de F, df. En fait, je remplace juste A par KBF. OK? Alors, l'intégrale AF, ça fait KBF fois A conjugué de F. Donc, K, B conjugué de F. K est une constante. df. OK, tout ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, alors là, je peux sortir le K au carré. Et dans l'expression que j'ai en haut, j'ai aussi, donc c'est tout ça au carré. Donc, ça me fait un K au carré en haut. Ensuite, l'intégrale de K, ça c'est BF au carré. Tout ça, c'est au carré. Sur K au carré, l'intégrale, est-ce que j'ai un K? Oui, j'ai K et K, ça me fait au carré, l'intégrale de BF. Pourquoi j'ai écrit le K? Est-ce que j'avais, non, j'avais plus de K ici. Donc, B de F au carré. Bien. Ça, quand vous mettez ça, c'est une intégrale au carré. Vous n'avez plus besoin du module. Donc, tout ça peut s'écrire comme étant, regarde, c'est la même expression, sauf que c'est au carré. Ça veut dire, donc je simplifie, il me reste l'intégrale de B de F au carré, df, fois l'intégrale de B de F au carré df sur l'intégrale de B de F au carré df. Je vais simplifier parce que c'est en module. Ça, c'est une quantité qui est strictement positive. Donc, vous n'avez plus besoin d'écrire module. Donc, il va me rester ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est cette quantité. Ça, c'est l'intégrale de B de F au carré. Donc, on vient de vérifier que si je prends A de F égale KBF, j'ai l'égalité, c'est-à-dire j'ai maximisé le rapport signal sur lui. C'est bon, moi, je connais A de F et je connais AF et BF. Donc, ça me fait une équation avec une inconnue. Donc, si j'écris toutes ces expressions égale KBF, donc ce sera égal à K, AF égale KBF. Donc, K, X conjugué de F, exponentielle moins 2 pi J ft0 sur racine de SBF. Or, donc ça, c'est ça. Si vous ramenez maintenant 6, cette quantité est égale à celle-là, ça implique que H de F, c'est, je vais ramener juste ça sur le dénominateur. Donc, ça me fait K, X conjugué de F, exponentielle moins 2 pi JF T0 sur SBF. J'ai trouvé mon filtre. Si je connais le bruit, c'est-à-dire je suppose maintenant que je connais la densité spectrale du bruit. Ça y est, c'est ce que je cherchais à faire. Je peux même aller plus loin, même le SNR, je le connais maintenant. C'est l'intégrale de B de F au carré. Donc, je peux écrire que le SNR, c'est l'intégrale de B de F au carré. Que vaut B de F? C'est ça. Donc, ce sera l'intégrale au module. Si j'écris au module, ça me fait quoi?
La B de F en module. Donc, ça me fait ça, si je le multiplie par conjugué, donc ça me fait x de F au carré. Ensuite, ça en module, vous multipliez par son conjugué, ça vous fera exponentielle J0. Et ça, c'est déjà positif. Et j'ai trouvé mon rapport signal sur lui. C'est bon. Donc, j'ai trouvé mes deux expressions. Nous, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un cas particulier qui n'est pas si particulier que ça. On va supposer que le bruit est blanc. Si le bruit est blanc, on va voir un certain nombre de choses qui vont se passer. Rappelez-vous de ces deux formules. Je vais les vérifier, de voir si on a trouvé la même chose. Est-ce que c'est bien ce que j'ai mis ici? C'est bien ce qu'on a trouvé, l'intégrale de x de f au carré et cette expression. Maintenant, je rajoute une hypothèse supplémentaire. Je suppose que le bruit est blanc. Si le bruit est blanc, ça veut dire que RB de taux est sigma b au carré delta taux. Et ça signifie donc que SB de f, c'est sigma b au carré. Regardez ce qui se passe. Et je disais que ce n'est pas un cas si particulier que ça. Parce que quand vous supposez que le bruit est blanc, vous êtes en train de supposer que le bruit occupe toutes les fréquences. Donc, vous êtes en train de prendre le cas le plus défavorable possible. Donc ici, ça me donne quoi? Ça me donne que le SNR devient l'intégrale de x de f au carré df, parce que ça devient une constante, donc vous écrivez directement sigma b au carré. Et ici, ça me donne quoi? Donc h de f, donc ça veut dire que là, ça devient une constante, ça je remplace par sigma b au carré, puis je peux écrire ici, K sur sigma b au carré. Donc en fait, je trouve que le filtre, c'est rien d'autre que le signal, donc c'est le conjugué avec un retard, et ça me donne directement la TF, donc h de t, ce n'est rien d'autre que K sur sigma b au carré, x conjugué de t0 moins t. Que quand vous prenez la TF de x conjugué de f, c'est x de moins t. Et ça, c'est un retard. Donc, je trouve des expressions que je vais pouvoir utiliser pour un filtrage adapté. Et maintenant, le mot adapté prend tout son sens. Donc, ça, c'est le filtrage optimal. Ça, c'est un cas particulier où j'ai pris que mon bruit était blanc. Donc, plus défavorable, j'ai pris mon bruit occupe toutes les fréquences. Et pourquoi adapter? On remarque, c'est très important ici, je vais le mettre dans une autre couleur, que le filtre n'est rien d'autre que le signal inversé dans le temps, moyennant certains facteurs. Ça, j'ai juste un facteur. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois ici. Donc, en fait, pourquoi on dit adapter? Parce qu'il s'adapte au signal. Rappelez-vous, on a démarré avec les hypothèses de départ que le bruit était additif et que le signal était déterminé, c'était connu. C'est-à-dire je connais sa formule mathématique. Donc, je dois juste prendre le signal et l'inverser. Je convolue avec ce filtre. Voilà, pour le filtrage, on va aller un petit peu plus loin. On va voir, au lieu de calculer un produit de convolution, on peut faire directement une corrélation. Je vais expliquer pourquoi. Donc, ce sera ces deux formules-là qu'il faudra retenir. Donc, est-ce que j'ai prévu plutôt un exemple ou l'explication? Donc, ce que j'ai mis ici, c'est juste la démonstration, ce que j'étais en train de dire ici. Donc, ici, si vous remarquez, on avait trouvé ici, donc je vais noter pourquoi j'ai écrit E de x. J'ai oublié bien sûr de remplacer. On avait trouvé l'intégrale de x de f au carré, df. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'énergie, le théorème de Parseval. Vous calculez cette énergie en temps ou en fréquence, ça va vous donner donc la même chose. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'énergie de x. Donc, sur sigma b au carré. Donc la réponse impulsionnelle du filtre, c'est juste le signal qu'il faudra inverser et décaler. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui fait ça, si votre signal x de t au départ c'était ça, vous allez juste prendre, inverser. Vous avez dit que t0 n'avait pas beaucoup d'importance, vous allez juste l'inverser, puis vous allez décaler de t0 pour avoir une réponse causale. Ça, c'est votre filtre. Ça, c'est h de c'est x de moins t. Et ça, c'est x de t0 moins t. Vous le décalez. Si c'est complexe, vous rajouterez donc, prendrez le conjugué. Voilà, pour avoir un signal, si j'avais pris ça t0, vous allez juste le décaler de t0. C'est juste pour avoir un signal, un filtre physiquement réalisable. Il faut qu'il soit causal.
Voilà comment il faudra faire. Est-ce que j'ai prévu des exemples de suite? Voilà ce que je vous ai mis ici. Voilà. Si ça, c'est le signal. Si ça est votre signal X de t qui a été noyé dans le bruit, eh bien, votre filtre, tout simplement, ce sera juste l'inverse. Vous allez juste inverser et décaler. Là, on a décalé d'une très grande quantité. Maintenant, je rappelle ce que je vous ai mis ici, ce que j'ai mis ici comme formule. En fait, rappelez-vous que lorsque vous faites un produit de convolution, vous inversez le signal. Or, ici, votre signal est déjà inversé. Donc, vous allez faire un produit de convolution et vous allez encore inverser celui-là. Or, rappelez-vous que comment on définit une corrélation? Quelle est la différence entre la corrélation et un produit de convolution? Je vais l'écrire ici. RY. Je vais écrire les deux. Donc, je vais écrire X de t. Si vous le convoluez avec H de t, ça vous donne l'intégrale de X de taux, H de t moins taux, des taux. Et si vous écrivez la corrélation entre X et H, en fonction de taux, je peux l'écrire aussi en fonction de t, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de X de taux, H de t, plus taux, des taux. Or, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que H, c'est X inversé. Si vous l'inversez encore une fois, vous allez retrouver X. Donc, en fait, au lieu de calculer un produit de convolution, autant calculer une corrélation. On va le voir directement sous forme de démonstration. Donc, en fait, je fais juste une corrélation entre quoi? Entre le signal pour lequel je veux éliminer le bruit et le signal que j'avais envoyé au départ, c'est-à-dire le signal avec lequel j'avais travaillé au départ. On va le voir à travers une démonstration. Je vais l'expliquer brièvement ici. Ben justement, alors, on va prendre d'abord deux exemples et je vais expliquer l'histoire de la corrélation. Je ne sais pas si je l'ai prévu directement. Je vais juste vérifier si je l'ai prévu. OK, bien. On va prendre le premier, ensuite on prendra le deuxième exemple. On vous dit, on considère donc un système émettant une impulsion X de t rectangulaire de durée T0 et d'amplitude A. Le bruit additif est blanc. Si on vous dit que le bruit est blanc, ça signifie que vous êtes dans le cas R, B de taux. Donc, le filtrage optimal devient un filtrage adapté. Optimal, on ne fait pas d'hypothèse a priori sur le bruit juste qu'il est stationnaire au sens large. Quand on dit adapté, ça veut dire qu'on suppose que le bruit est blanc. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va se passer si vous deviez, je vais dessiner ici. Donc, si mon signal, donc une impulsion rectangulaire de durée T0 et d'amplitude A, ça c'est mon impulsion. Il y a du bruit qui s'est rajouté, donc le signal, ça va être quelque chose qui sera comme ça. Et bien, le filtre, pour filtrer ça, pour voir où se trouve votre impulsion, il suffira de prendre h de t, l'expression qu'on avait vue, k, sigma b au carré, x conjugué de t0 moins t. Donc, je vais prendre ce signal, je vais l'inverser d'abord, et je vais lui rajouter t0. Donc, je vais trouver exactement, parce qu'il est symétrique, voilà comment sera mon h de t. J'ai pris le signal, je l'ai d'abord inversé, ça c'est x de moins t, et je l'ai décalé de t0. Donc, c'est exactement le même signal. Dans ce cas-ci, h de t vaut x de t. Ce sera toujours le cas quand votre signal est un signal qui est symétrique. Voilà pour la première partie. On va faire la deuxième. Enfin, le deuxième exemple, c'est plus une démonstration pour vous montrer que c'est une corrélation. On va le faire ensemble. Alors, on me dit, on émet un signal x de t qui parcourt la distance d jusqu'à une cible sur laquelle il sera réfléchi en direction d'un récepteur. Alors, donc, ça veut dire que j'ai un signal, donc il a parcouru, il a rencontré un obstacle, il est revenu. Donc, en fait, il a parcouru cette distance deux fois.
Et en fait, donc ça, c'est le signal émis. Moi, ce que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais recevoir? Ce signal a mis du temps pour aller arriver. Donc, ce sera le signal avec un certain retard. C'est le temps d'aller-retour. Il y a forcément une atténuation puisqu'il aura traversé des milieux. Ça, c'est mon facteur d'atténuation. Et puis, je suis sur le récepteur, je vais recevoir tout ce qui est émis sur cette fréquence, entre autres mon signal et du bruit. Donc, c'est pour ça que j'ai du bruit ici. Donc, là, on a dit que le filtre adapté, c'est X. Il y a juste un facteur ici, c'est K sur sigma B au carré, X conjugué de T0 moins T. Bien, si ça, c'est mon filtre, ça, puisqu'on m'a dit, il faut qu'on me dise que le bruit est blanc, d'accord? Ça, c'est un exemple typique d'une émission-réception, comme qu'on peut utiliser en radar, en sonar, pour les bateaux, les avions, quand on utilise des ultrasons pour faire une échographie. Idem aussi, on envoie une onde, puis on reçoit. Et pour pouvoir éliminer le bruit, en fait, juste après le récepteur, vous avez ce qu'on appelle un corrélateur. Et on va expliquer pourquoi c'est un corrélateur. Donc, si vous remarquez ici, donc ça, donc c'est le signal reçu. Mon filtre, ça vaut ça. OK. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que je dois calculer un produit de convolution. Je dois calculer Y de t que je convolue avec H de t. Bien. J'écris la définition d'un produit de convolution. Alors, ça me fait, donc je vais l'écrire en général, ensuite je vais remplacer. Donc, ça me fait l'intégrale de Y de taux. Alors, lequel je vais décaler? Qu'est-ce qui va être plus simple pour moi? Peut-être je vais garder le premier, donc je vais garder Y. Donc, ce sera Y de taux, H. Peut-être pas. Je crois que je vais décaler le deuxième, ça va être plus simple. Il faut toujours utiliser le produit de convolution commutatif, utiliser celui qui vous facilite les calculs, tout simplement. Donc, je vais écrire T moins taux, H de taux, D taux. Rappelant que pour un produit de convolution, on doit garder un des signaux tel quel, l'autre, on doit juste l'inverser et le décaler de T. Bien. Je remplace ici. Qu'est-ce que ça me fait? Alors, l'intégrale. Donc, je vais remplacer maintenant par leur valeur. Donc, on a pris Y, on l'a filtré par le filtre adapté. Bon, normalement, j'écris K sur sigma B au carré. Donc, au moment où je vais remplacer, je vais l'écrire. Donc, ça me fait quoi? Donc, ici, je vais remplacer T. Alors, c'est écrit JT. Ça, je vais remplacer T par T moins taux. Donc, ça me fait l'intégrale de A, X. Et là, c'est écrit T, je remplace par T moins taux. Ça me fait donc T moins taux. Alors, moins temps d'aller-retour, plus, là où c'est écrit, donc T, je vais remplacer par T moins taux, plus B de T moins taux, fois H de taux. Ici, mon taux, donc là où c'est écrit T, je vais remplacer par taux. Donc, ça me fait fois K sur sigma B au carré. Là, alors, si H de T, c'est ça, donc H de taux, ce sera X conjugué de T0 moins taux D taux. Je ramène tout ça ici, ça me fait quoi? Alors, on va faire la distribution, donc ça me fait A, K, A sur sigma B au carré, fois, alors, X de T, moins taux, moins temps d'aller-retour, X conjugué de T0, moins taux, plus, donc c'est l'intégrale de tout ça des taux, plus, je fais la distribution, l'intégrale de K sur sigma B au carré, B de T moins taux, X conjugué, T0 moins taux, des taux. Alors, regardez ici. On se rappelle ce que c'est qu'un produit de corrélation. La corrélation, j'avais écrit tout à l'heure, mais je vais le rappeler quand même ici. Rx de taux ou de T, c'est l'intégrale. C'est comme un produit de convolution, mais il n'y a pas d'inversion. Donc, c'est X de T, X conjugué de T moins taux. On n'a pas arrêté de l'écrire, y compris quand on a calculé l'expérience. On écrit juste E. Donc là, je l'ai fait par rapport à T, donc je peux le faire par rapport à T. Donc je vais écrire ici T, T moins T, ça c'est décalage, donc ça c'est T. Parce que le décalage c'est tout. Donc ça c'est la définition. Attends, non, est-ce que j'ai écrit correctement? J'ai pris T, T moins tout dt. Donc là, je vais écrire tout.
Ça, c'est la définition de la corrélation. On mesure la similitude entre le signal et une version décalée de lui-même. Donc, c'est le signal T. Et puis, on prend le même signal T également. Regardez T. Et on décale de tout. Voilà comment on calcule le produit de corrélation. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas d'inversion. T, T moins taux. Donc, ce qu'on écrit ici, c'est la différence entre les deux instants. Si vous faites T, un T moins taux, ça simplifie, il vous reste tout. Donc, je peux écrire tout ça. Donc, je vais sortir, ça fait AK sur sigma B au carré. Je peux l'écrire comme étant une corrélation temporelle de quoi? De la différence. Si je fais la différence, ça fait T moins taux moins temps d'aller-retour, moins cette quantité, donc ça fait moins T0 plus taux. Et cette expression, je peux aussi l'assimiler à une intercorrélation, donc plus K sur sigma B au carré, RB de la différence. RB, X, c'est une intercorrélation entre B et X. Rappelez-vous que dans l'intercorrélation, deuxième, c'est toujours, vous avez un conjugué. Donc, ça me fait T moins taux moins T0 plus taux. Bien. Je simplifie ce qu'il faut simplifier. Donc, je trouve que c'est A, je vais l'écrire ici maintenant, donc ça me fait AK sur sigma B au carré, que je pouvais appeler alpha si vous souhaitez, fois Rx de T moins T0 moins, alors T moins T0 moins temps d'aller-retour, plus l'intercorrélation, appelez-la bêta si vous voulez, de Rbx de T moins T0. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, laisser assez d'espace, moins T0. Donc, en fait, ça revient juste à faire une corrélation. Donc, il suffit, parce que h de t, vous allez l'inverser. Et quand vous l'inversez deux fois, ça veut dire que vous êtes en train de faire calculer une corrélation. Et cette corrélation, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai appliqué un filtre. Ce filtre-là a pour objectif d'augmenter le rapport de SNR. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez beaucoup mieux voir votre signal par rapport au signal, au bruit. Donc, et on vient bien de voir que là, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a calculé. Là aussi, je peux l'écrire. Je ne sais pas, ça. Oui, j'aurais dû décaler cette expression. Je vais expliquer ceci. Donc, on sait que la corrélation, elle est maximum au point zéro. Si vous mettez ça égal à zéro, la corrélation est max au point égal à zéro, ça vous donne le temps T0 plus le temps d'aller-retour. En fait, dans ce genre d'exemple-là, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut mesurer cette distance. Et on sait que la distance, ce n'est rien d'autre que la vitesse fois le temps. Donc, si vous êtes en train de travailler dans votre milieu de propagation, la vitesse étant constante, si vous connaissez le temps d'aller-retour, vous pouvez déterminer la distance. On sait que 2D, le temps qu'il a mis pour revenir, c'est le temps d'aller-retour fois la vitesse. Si c'est dans l'air, c'est la vitesse de propagation dans l'air. Si c'est dans l'eau, ce sera donc la vitesse de propagation dans l'eau. Et vous pourrez donc déterminer ce que vous voulez, la distance. C'est le principe qui est utilisé pour les tours de contrôle les tours de contrôle pour afficher les avions qui sont dans le périmètre juste avant d'atterrir ou de décoller. C'est juste, donc c'est un radar qui va émettre dès qu'il touche l'objet, ça va revenir et ça vous permet, il a émis dans cette distance, bien sûr. Donc vous savez qu'il y a un objet qui se trouve à une certaine distance, juste en calculant le temps d'aller-retour. Idem pour les sous-marins. Ils font une émission, sauf que eux, ce qu'ils vont émettre, la vitesse, ils vont émettre un son. Et puis, selon ce son-là, s'il rencontre un obstacle, il va revenir et on saura la distance de l'autre sous-marin. Ou ils vont l'utiliser également pour la navigation. Il y a un relief, sous l'eau. Il va savoir s'il y a, par exemple, une montagne et ça lui permettra donc de l'éviter. Donc, mais remarquez, en fait, ce qu'on a fait, on a juste mesuré une corrélation entre quoi et quoi? Entre Y de T et quoi? Ici, on a mesuré une corrélation entre Y de T et H de T. Donc, en fait, ici, ce qu'on a mesuré, qu'est-ce que c'est que cette corrélation entre Y et H? Quand on a calculé le produit de convolution, en fait, on est en train de mesurer la corrélation entre Y et X. Et ici, je peux directement écrire que c'est RY entre les deux instants. Ici, vous avez T, et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez T0 moins T. Quand vous allez appliquer avec moi, ça vous fera donc T moins T0. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une corrélation entre Y et X. Voilà pour ce que je voulais expliquer. Mais je peux
On va effacer ça pour juste démontrer que donc cette partie-là, c'est juste une corrélation entre les deux instants. Je vais juste effacer cette partie pour montrer cette dernière. Ici, on avait donc y de t que je convolue avec h de t. Je vais juste reprendre cette expression. Donc, ça me fait, c'est l'intégrale de y de taux. Je vais écrire plutôt comme ça, y de t moins taux, tel que c'était écrit. J'ai oublié de démontrer cette dernière partie. Donc, ici, ça me fait quoi? Ça me fait donc l'intégrale de y de t. Je vais la laisser. Y de t moins taux. H de taux et H de taux, c'est rien d'autre que x conjugué de t0 moins taux. Cette expression telle qu'elle est, je peux l'écrire comme étant, donc c'est la corrélation entre y et les instants qui les séparent. Yx, t moins taux moins t0 plus taux des taux. Si je simplifie, là j'ai plus besoin, je simplifie donc le taux, ça me fait ryx de ryx de t moins t0. Donc en fait, c'était ça enfin, je voulais entre autres aussi aboutir que, en fait, on mesure juste la corrélation, que le produit de convolution, ce produit de convolution n'est rien d'autre qu'une mesure de corrélation entre y et x. Voilà pour ça, on peut le voir. J'ai prévu une démonstration de TP par rapport à ça. Alors, je vais basculer sur la démo du TP2 pour vous montrer donc cet exemple-là. Alors, je vais exécuter. Donc, c'est TP, c'est TP3. Je vais exécuter juste la première partie. Vous allez voir que le filtrage n'est pas plus simple que ça, le filtrage adapté. Donc, je vais juste mettre ça en commentaire parce que j'avais mis aussi linéaire. Alors, on va commenter ça. Et regardez en fait ce qu'on fait ici. Donc, tout simplement, alors je vais prendre là. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a généré un bruit blanc. C'est ce que vous avez ici, que j'ai appelé Y. On a généré un bruit blanc. On a dit, rappelez que donc, sa moyenne est nulle. Sa variance ici, on a pris 0,16. Donc, ça veut dire que l'écart type, c'est 0,4. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur une petite portion de ce Y, j'ai rajouté le signal X. Mon signal X, en fait, j'ai pris une porte de l'argent 1. Donc, si vous regardez ici, je vais exécuter pour qu'on puisse le voir. Alors, je l'exécute, voilà X. En fait, X contient, donc c'est once, hein, donc ça contient 10 valeurs. Ensuite, Y, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Y à partir d'un certain heure Qatar, à partir de 500, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Y auquel j'ai rajouté X. Ça veut dire que le bruit, j'ai mon bruit et j'ai rajouté mes 10 valeurs. Je vais même enlever ça pour qu'on voit au départ ce qu'il y a dans Y. Donc, voilà mon signal X, voilà mon signal Y. Donc, ça, c'est pas encore le signal reçu. Donc, ça, au départ, c'est juste un bruit. En fait, qu'est-ce que j'ai pris? À partir de la valeur 500 jusqu'à, alors, je sais plus combien j'ai pris le retard. Je vais juste voir la valeur que j'ai prise. J'ai pris un retard de 100. À partir de la valeur 100, je vais rajouter le signal X. Donc, en fait, je suis en train de simuler une réception. Et cette réception, ce serait quoi? Ce serait donc mon signal que j'ai émis, auquel j'ai rajouté un bruit. Voilà mon signal X. Et je l'ai rajouté au bruit. Mais je l'ai rajouté où? À partir de la valeur 100. Donc, normalement, maintenant, si je me mets à calculer la corrélation, c'est ce qu'on vient de dire, si je calcule la corrélation, je devrais trouver que ma corrélation devrait être maximum en 100. Je vais le vérifier de suite. Maintenant, vous pouvez prendre une autre valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, au lieu de calculer le produit de convolution, il suffit de faire la corrélation entre Y et X. C'est ce que j'ai fait ici. Regardez, j'ai calculé, je vous montre là, j'ai calculé NP correlate entre Y et X. Parce qu'on a dit que votre X, c'est rien d'autre que votre filtre H, ce n'est rien d'autre que X inversé. Or, dans le produit de convolution, il va encore inverser.
Donc, ce n'est pas la peine. Inverser, inverser, ça revient à calculer une corrélation. Donc, je n'ai pas remarqué bien que j'ai pas utilisé conv. J'aurais pu prendre le filtre X, l'inverser, calculer un produit de convolution. Non, ça ne sert à rien. Autant calculer une corrélation. Je calcule une corrélation. Et si vous avez remarqué tout à l'heure, j'avais dit qu'elle serait maximum en T0 plus le temps d'aller-retour. Or, ici, pour visualiser la corrélation, regardez ce que j'ai fait. J'ai enlevé le T0. Le T0, c'est juste la taille de X. En enlevant T0, c'est-à-dire je le fais démarrer à T0. Ça, je peux l'enlever pour vous le montrer. Allez, d'abord, je vais enlever cette partie. On va réexécuter et vous allez voir que on a dit qu'il était maximum au temps d'aller-retour plus T0. Je vais enlever cette partie. Voilà, je vais exécuter et on va voir ensemble ce qui s'est passé. Alors, on va d'abord effacer tout ça. Donc, ça, c'est mon signal X qui contient 10 valeurs. Ici, c'est le bruit avec mon signal X. Honnêtement, c'est pas évident de voir que mon signal, il est ici. C'est pas du tout évident de voir que le signal reçu, il est ici. Quand on voit là, on peut se dire qu'il est quelque part là, peut-être qu'il est là. Et quel est le but du filtre? Le but du filtre, c'est d'augmenter le rapport signal sur bruit. Et regardez, donc ça, c'est votre signal reçu. C'est ce que j'ai simulé, c'est mon Y. Ou mon Y, j'ai pris donc un bruit. Et puis, j'ai rajouté mon signal à partir de la valeur 100. Effectivement, on peut le voir ici, il est là, quelque part, mon signal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Juste après, j'ai calculé RY de X. Et si je regarde ici, il est maximal. Je vais le faire en zoomant. Regardez, je vais zoomer. Je vais zoomer ici. Vous allez voir qu'il est maximum en T0 plus T. Je vais zoomer ici. Et si vous faites la lecture ici, bon, c'est un peu après 110. Elle est autour de 109. Oui, c'est normal qu'elle soit autour de 109 et pas 110. N'oubliez pas que Python, il démarre à 0. Normalement, cette valeur ici, je vais encore zoomer, ça doit être 109. C'est logique puisqu'il démarre à 0. Regardez. Il est maximum au point 109. On a dit que je vais revenir, je vais repartager ici ce qu'on venait de démontrer. On a dit qu'elle serait maximum pour T0 plus temps d'aller-retour. On vérifie ici. Je reviens ici, mais comme Python commence à 0, c'est-à-dire il faudrait rajouter 1. Voilà, il est maximum en 101. Je vais dézoomer. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que ici, donc, si je veux connaître le temps d'aller-retour, je vais juste prendre là où c'est maximum. Je fais ma lecture ici. Je vais vérifier pour quel indice c'est maximum. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire T0 et n'oubliez pas de rajouter 1. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que vous notiez que ici, vous savez pas où se trouve votre intuition. Regardez, le SNR a bien augmenté, puisqu'on voit que la puissance du signal est beaucoup plus grande que celle du bruit. C'était le but. On peut faire l'essai pour d'autres valeurs. Alors, je reviens ici. Je vais prendre un autre retard. Je vais en prendre deux. Je vais utiliser un retard de 300 cette fois-ci et je vais rajouter aussi le signal X à la valeur 300. Donc, normalement, cette fois-ci, supposons que c'est quelque chose où il y a eu une émission, c'est-à-dire il a touché, par exemple, c'est-à-dire il a touché, le signal a touché deux objets. Donc, donc il y a une première réception puis suivie d'une deuxième réception. Si vous faites ça maintenant, regardez, je vais réexécuter. Et regardez ici. Donc, j'ai fait une émission, une réception, j'ai eu un retour vers 100 et j'ai eu un retour vers 300. Là aussi, pas évident de se dire est-ce que c'est plutôt celui-là ou celui-là. On le voit quand même, il est assez élevé ici. Regardez, j'ai bien donc un maximum en 109 et un maximum en 309 qui me permet de savoir qu'il y a eu deux détections. Donc, un premier objet qui se trouve à… Donc, vous mesurez le temps d'aller-retour. Grâce à ça, vous pouvez déterminer la distance. Donc, ça vous donnera à ce moment-là la distance de votre objet. Vous pourrez donc l'afficher sur un écran. Voilà, je peux essayer aussi d'augmenter. On va augmenter un petit peu le bruit. Au lieu de prendre 0,0, je vais voir les limites jusqu'où je peux aller. Regardez, alors 25.
On arrive quand même à le voir encore un petit peu, mais comme, regardez ici, il y a quand même plusieurs maximums. Il y a ça, il y a ce point-ci, il y a ce point-là. Mais en appliquant directement la corrélation, on voit bien qu'il y a deux maximums bien apparents et pas plus que ça. Je vais encore essayer d'augmenter le bruit. Alors, je vais prendre 0,64. Bon, je ne suis pas obligée de prendre un chiffre, c'est-à-dire multiple de racine carrée réelle, enfin, en plus de carré racine carrée entière. On va exécuter et je regarde ce que ça me donne juste pour voir les limites. J'aime bien cet exemple-là. Regardez sur cet exemple, pas évident. On peut se dire que aussi là aussi il y a eu un retour, il y a un retour. Regardez cette valeur aussi, elle est maximum. Elle est beaucoup plus grande que les maximales, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Et pourtant, il arrive à faire la détection. Si je retiens les deux plus grands maximums, je vois que c'est celui-là. Et je vois que c'est deux max. Voilà, j'ai deux signaux, deux retours ici. Je pourrais me dire que j'ai un troisième ici, mais sur ça, là, à première vue, si je ne connaissais pas le programme, je ne saurais pas où se trouve mon intuition ici, celle que j'ai envoyée. Voilà pour la démonstration. On va clore et pour la prochaine fois, je parlerai un peu d'estimation, je ferai le filtrage de VNR et entre la modélisation à